Mes chers amis, bien bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais aborder un sujet sur lequel je suis en train de travailler en laboratoire à l'université UT2J et sur lequel je vais vous expliquer un peu une des thématiques sur lesquelles je travaille. Alors, à l'heure actuelle, je travaille plus en fait sur le côté plus résistance que Moyen-Âge, mais bon, c'est pas grave, ça ne change rien à la thématique. Je suis en fait sur la thématique de la question juive un peu au travers de l'histoire, donc c'est plus Moyen-Âge, époque moderne et époque contemporaine entre guillemets. Donc je suis plus sur ces thématiques-là. Donc je suis plus en fait sur la recherche historique et tout ça, donc ça je vous ferai une vidéo consacrée vraiment à ce que je fais, à mon travail et tout ça ultérieurement parce que ce n'est pas la question. Donc je vais vous parler de la ruelle jaune. Et là vous allez me dire la ruelle jaune c'est quoi? C'est tout simplement au Moyen-Âge, on a décidé de faire porter à certains types de personnes de la population qu'on qualifie de marginale, un porte-signe distinctif. Et là, j'entends déjà peut-être les échos de certains qui vont me dire, mais ça s'est déjà vu, on l'a vu pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu, on va dire, par exemple, l'étoile jaune pour les Juifs. C'est un peu le même principe en vrai, c'est exactement la même chose, sauf qu'au Moyen-Âge, cette idée avait déjà germé dans la tête, on va dire, de certaines personnes, mais on va dire que la Seconde Guerre mondiale a repris, on va dire, un concept qui existait déjà. Le problème, c'est que des fois, on ne le sait pas forcément, parce que on n'a pas forcément cette connaissance ou ce recul pour le voir. Donc, je vais vous parler de la ruelle jaune, qu'on va voir à la fois au travers, par rapport aux Juifs, donc la question sur laquelle je travaille, mais aussi des Sarrasins, des hérétiques, et comment, on va dire, on met ça en place avec toute la difficulté qui existe. Donc, pour commencer, il faut savoir que le port d'un signe distinctif n'est pas quelque chose de nouveau en soi, c'est une décision, comme je vous ai dit, qui remonte à l'époque médiévale, du moins de jusqu'où j'ai pu trouver, et elle visait déjà plus ou moins directement les communautés juives. Déjà, on s'est dit, il faut en fait distinguer les juifs du reste de la population. On va retrouver ça au XIIIe siècle, donc en 1200 et des brouettes, mais aussi au XIVe, en 1300 et des brouettes. On va le retrouver par rapport à la peste. Notamment, on va retrouver le souhait de faire porter un signe distinctif aux juifs pour les différencier des autres, ce qui n'a pas été sans conséquence. Mais ça, je vous l'ai déjà expliqué, en fait, si ce n'est pas le cas, je vous referai une vidéo d'ailleurs consacrée à la peste entièrement, mais ça, ce n'est pas le sujet. Donc, on va décider de leur faire porter ça. Le but étant que on va d'éviter que les mélanges entre les non-chrétiens et les chrétiens. C'est ce que veut, on va dire, les décisions du concile de la 34 de 1215. Ce fameux concile, quand on le voit quelque part, on sait que c'est pas forcément en faveur, on va dire, des populations marginales, parce que justement, il a visé justement les juifs, mais il a visé aussi les sarrasins, les hérétiques qui sont, pour moi, qui ont un statut assez particulier, je trouve, même si on a tendance peut-être à ne pas trop le voir, mais également les lépreux, tout ça. Donc, le concile de la 34 est vraiment le concile qui est le moins favorable aux populations juives, populations marginales. C'est vraiment le concile où on va retrouver un peu toutes les décisions qui sont pas, on va dire, extrêmement éthiques d'un point de vue social. Donc, on peut se demander dans ce cadre, mais comment on a pu faire pour eux imposer justement ce port de signe distinctif, ce port de signe infamant à ces populations. Donc on va voir le cas des populations juives, bon c'est sur quoi je travaille, sur les populations sarrasines. Alors sarrasines, on entend musulmans principalement, musulmans, mahométans, ce genre de choses. Les hérétiques qui sont pourtant des chrétiens mais considèrent pas comme tels. Et on va voir également toutes les pressions qu'il y a autour, on va dire, des autorités locales. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est les autorités locales, notamment dans le midi de la France, qui vont justement mettre en place ce genre de choses. Donc, concernant la ruelle jaune, pour les juifs, on a quelques informations plus précises en fait sur eux que par exemple les sarrasins. Donc, les juifs
les juifs et les chrétiens, on va dire, ce n'a jamais été vraiment le grand amour pour beaucoup de raisons, notamment des raisons religieuses. Les uns ne voient pas le Messie en Jésus, alors que les autres si. Donc, on va dire, c'est un point on va dire, de désaccord entre les deux qui date depuis, on va dire, c'est un point de désaccord assez ancien. Au moment du concile de Latran IV de 1215, on va voir un certain nombre de durcissements comme je vous l'ai dit, pour les populations dites marginales, et les juifs malheureusement ne vont pas y faire exception. Le but en fait de ces durcissements, de toutes ces décisions, le but en fait ultime, c'est de distinguer les juifs, les autres, en fait toutes les populations marginales de façon générale. On veut les distinguer, on veut les séparer, on veut en fait qu'ils soient reconnus quand ils sont à l'extérieur. Donc on veut éviter les mélanges, même si les mélanges, des fois, on le sait, ce n'est pas inévitable. Donc qu'est-ce qu'on va demander? On va demander, par exemple, aux chrétiens et surtout aux non-chrétiens, de porter des vêtements, par exemple, différents, de porter des couleurs, de porter certaines couleurs, ou au contraire d'interdire certaines couleurs aux populations dites marginales, un certain nombre de vêtements. On va poser des interdictions, on va dire, visibles, c'est-à-dire des interdictions qu'on va voir dessus, c'est-à-dire le port d'un signe distinctif, le port de vêtements différents, de différentes couleurs, vous voyez un peu ce que je veux dire. C'est vraiment, on va dire, le côté où on va chercher à faire une distinction de gens. Concernant toutes ces décisions, ça va être repris dans les canons, on va dire, dans les canons de d'autres conciles. Donc déjà, il va y avoir une répétition de réappropriation justement de ces décisions dans d'autres conciles, on va dire, qui seront beaucoup moins gros que celui, par exemple, de Latran, mais qui vont avoir le même effet. On va le retrouver dans des textes beaucoup plus locaux, qu'on verra après, mais toutefois sans vraiment enrichir, sans vraiment apporter on va dire que c'est une répétition, un peu comme si on recopiait quelque chose, mais sans pour autant apporter de précision. Donc en fait, ça pose un certain nombre de problèmes à l'historien qui justement travaille là-dessus, parce que on voit que dans telle décision, ça a été repris, tout ça, mais on ne sait pas de quelle façon ça a été fait, on ne sait pas de quelle manière ça a été fait, donc il y a un vrai problème de précision dans ces sources-là. Ça a été repris aussi et librement interprété dans les décisions royales, mais également dans les décisions beaucoup plus locales. Donc ça veut dire que concrètement, puisque les textes conciliaires après le concile de Latran et le reste n'ont pas su, on va dire, mettre des précisions, ça va être les laïcs, entre guillemets, qui vont le faire. Ce qui va apporter un certain nombre, soit ça va apporter des précisions beaucoup plus marquantes. Désolée, je remets un peu la caméra parce qu'elle a tendance à se casser la figure. Soit ça va être des précisions beaucoup plus marquantes, soit au contraire, c'est des décisions qui ne vont rien apporter. Enfin, des précisions qui vont rien apporter. Donc, quelque part, c'est pas forcément quelque chose, on va dire, qui sera... ça sera utile sans vraiment l'être. Le terme rouelle jaune, d'abord, c'est un terme qu'on va retrouver surtout dans le sud de la France, surtout dans le Midi. Donc en fait, notre exposé va se concentrer essentiellement sur le Midi de la France. On va aborder un peu le reste, mais très très peu. Ce sera vraiment concentré sur le Midi de la France, sachez-le. Il n'y aura pas, on va dire, de précisions sur Paris, sur, je sais pas, Strasbourg. Non, c'est vraiment que le Midi de la France sur lequel on va se concentrer, sur lequel moi je travaille personnellement en laboratoire. Donc, la mise en place de la ruelle jaune, déjà, comme je vous l'ai dit, ça va concerner essentiellement les populations juives. Ça va être repris dans de nombreux textes de loi, dont des textes de loi qui vont émaner à la fois des autorités locales ou des autorités royales, mais aussi des autorités, on va dire, beaucoup plus des conciles, quoi, de l'Église. Ça va être en fait quelque chose qui va être imposé dans le Midi, mais aussi dans tout le reste de la France. Donc en fait, dans le nord de la France, on va appeler la ruelle jaune de différentes façons, et dans le sud, on va l'appeler comme ça. Ça va être fait par une série de décisions d'ordonnance des rois de France, parce qu'on se rend compte que oui, c'est bien beau d'imposer ça, mais sans plus de distinction, sans plus, on va dire, sans plus, on va dire, de précision.
ben, ça peut amener à des dérives et ça peut amener évidemment à des incompréhensions également. La plus ancienne qu'on ait pu trouver, c'est celle de Saint-Louis de 1269. En sachant que ces séries d'ordonnances des rois englobent les règnes de Louis VIII et de Louis IX. Donc c'est celle de Louis IX qu'on a retrouvée, qui est on va dire la plus conséquente. Louis IX, on va dire, ce n'est pas forcément un hasard. Je suis tentée de dire pourquoi, parce que Louis IX, on a beau avoir cette image du Saint Louis roi croisé, roi très croyant et tout ça, roi qui rend la justice sous son arbre, tout ça. La chose qu'on ne sait pas vraiment en fait sur Louis IX et sur l'effet qu'il va avoir sur les règnes a posteriori, c'est un règne qui est aussi marqué par une très forte intolérance. Louis IX n'avait pas, on va dire, de grande considération pour les populations marginales, et les Juifs en font malheureusement partie. Et il va prendre un certain nombre de décisions qui vont pas, on va dire, arranger la chose. Si on regarde un peu plus, et là je sors de ma zone de confort, mais c'est pour vous donner un peu un ordre d'idée, je sors de mon sujet, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. L'influence de Saint-Louis va être reprise l'influence de Saint-Louis, l'aura de Saint-Louis, parce que moi j'ai tendance à appeler ça comme ça, mais ça c'est mes propres expressions, ça n'engage que moi. L'aura de Saint-Louis va se faire ressentir par exemple dans les décisions de Philippe IV le Bel, où on va retrouver justement une volonté de s'aligner un peu sur le règne de Saint-Louis. Donc en fait, Saint-Louis, c'est le roi, entre guillemets, parfait, mais c'est également aussi le roi qui a fait énormément de mal et beaucoup de dégâts. Donc, les décisions qui vont être, par exemple, de Philippe IV, là j'aborde un peu Philippe IV et je sors du sujet pour que vous compreniez. Philippe IV voulait à tout prix s'inscrire un peu dans cette aura de Saint-Louis. Il voulait à tout prix, on va dire, limite faire comme lui. Donc ce qu'il va faire, c'est que il va manifester dans ses décisions, et ça va se sentir aussi sur Philippe V, mais là c'est surtout Philippe IV qu'on aborde, un certain nombre, on va dire, d'intolérance envers les Juifs, au point qu'il va ordonner l'expulsion des Juifs dans les années 1318-1319, dans ces eaux-là. Donc, c'est pour vous dire à quel point le sentiment anti-juif est quand même bien présent chez certains rois de France. Et, comble un peu de la chose, quand il va y avoir les massacres des Juifs au XIVe siècle, à cause notamment des mauvaises récoltes, de la venue de la peste et compagnie, mais enfin surtout à cause des mauvaises récoltes, des tremblements de terre, enfin tout, on va dire, les phénomènes qu'on n'explique pas, du moins pour l'époque, il va encourager tout simplement la délation et les massacres. C'est avéré dans les bibliographies. Donc ça a quand même le fait en fait de vouloir s'aligner sur un peu sur l'aura de Saint-Louis, a poussé à certains rois à faire des choses atroces, voire à des dérives. Du coup, le règne de Saint-Louis n'a pas forcément, on va dire, que des bienfaits. Donc, ce n'est que mon ressenti, ce n'est que ce que j'ai pu trouver ce que j'ai pu trouver et ce que j'ai pu lire moi au niveau de mes recherches. Vous êtes libre de faire vos propres recherches et je vous l'encourage. Donc, on revient à notre sujet. Donc, l'ordonnance, on va dire, l'ordonnance la plus ancienne, c'est celle, bien évidemment, de Saint-Louis, qui date de 1269. Et plus localement, si on regarde la chose plus localement, ça ne sera pas Saint-Louis qui va le faire appliquer, ce sera son frère Alphonse de Poitiers. Vous allez me dire, qu'est-ce que vient faire Alphonse de Poitiers ici? Il s'est tout simplement marié avec la fille de Raymond VII. Donc en fait, il est le gendre de Raymond VII. Et le comté de Toulouse va être plus ou moins rattaché au royaume de France, au royaume de France, par ce mariage. Avec un certain nombre, on va dire, de concessions idéologiques qui sont quand même relativement assez costauds. Bref. Donc, ce sera le frère du roi qui va faire appliquer toutes ces décisions sans difficulté. Il faut savoir que le comté de Toulouse est un comté qui a toujours été assez tolérant, qui a eu, on va dire, on a toujours eu un petit peu ce côté à part. Le comté de Toulouse a été toujours un comté assez à part, donc c'est pas évident en fait de faire changer les choses
en un claquement de doigts. Donc c'est pour ça que Alphonse de Poitiers, et ça moi je m'en suis rendu compte au fil des lectures, est tombé quand même sur pas mal d'os quand il a essayé de faire. Je vous encourage d'ailleurs, il y aura la bibliographie en barre d'infos, je vous encourage à aller voir parce que c'est quand même relativement cocasse. Donc, ces décisions de la ruelle jaune, concrètement, ça concerne qui? Ça concerne les deux sexes, les hommes et les femmes. Il n'y a pas, on va dire, il n'y a pas de les hommes et pas les femmes, non, c'est les deux. Concernant l'âge, alors j'ai trouvé 2 ou 3 précisions intéressantes sans vraiment l'être. Concernant l'âge, ça va être assez variable d'une région à l'autre. Et en fonction aussi des statuts, j'ai trouvé par exemple que dans certaines villes, c'était autour des 12 ans, 14 ans, en fonction si vous êtes fille ou garçon en fait. Donc en fait, on incite les enfants, les enfants à porter déjà ce port distinctif relativement de bonheur, relativement tôt. Concernant, on va dire, la ruelle en elle-même, la roue en fait, parce que ça a la forme d'une roue, c'est rond comme ça ressemble un peu à... C'est dommage, j'ai rien sous la main pour vous montrer, mais concrètement, c'est un petit peu comme si... Je vais vous dire que ça ressemble un peu à un donut, mais pas du tout, mais c'est un petit peu ce principe-là, c'est rond comme ça en fait, et alors, c'est selon la grosseur, c'est quand même, c'est assez rond quoi, c'est rond comme ça. C'est comme une espèce de broche en fait. Ça pourrait faire penser à une broche, sauf que ça n'en est pas vraiment une, c'est en tissu la plupart du temps. Mais ça, je vais y venir juste à l'instant. Concernant en fait l'emplacement, donc il faut que ça soit visible, il faut que ça soit de préférence sur la poitrine, bien visible. C'est interdit de le cacher, donc voilà. Et concernant, on va dire, ça doit être sur la poitrine, mais l'emplacement en fait n'est pas forcément précisé. Ça peut être ici, ça peut être là, c'est pas précisé, c'est-à-dire débrouillez-vous en fait. Concernant tout ce qui est matière, ça doit être des matières textiles, donc ça veut dire des matières qu'on a sous la main, ça peut être du drap, ça peut être du feutre, ça peut être tout un tas de choses qui est malheureusement périssable, malheureusement qui s'abîme facilement et qu'il faut renouveler assez souvent. Au niveau de la couleur, alors la couleur, ça va être un peu variable en fonction des moments, en fonction de qui va décider quoi, mais concrètement, la couleur qui va ressortir le plus, ce sera un jaune safrané, c'est-à-dire un jaune safran, c'est-à-dire un jaune... pour vous donner un ordre d'idée, si vous voyez le blond vénitien, c'est un jaune safrané, donc ça vous donne un peu l'idée de ce que ça pourrait être, par exemple. Donc c'est-à-dire un jaune un peu rougeâtre, presque. Donc, on n'a pas plus en fait d'informations que ça. Il y a beaucoup de variations d'un règne à l'autre, il y a beaucoup de variations. Il y a très peu, on va dire, de décisions, on va dire, qui sont relativement pertinentes à ce niveau-là. Si c'est un peu une forme de redondance, parce qu'il faut réaffirmer continuellement qu'il faut le faire, machin. Donc, c'est pas, on va dire, quelque chose en fait qui est... c'est quelque chose qu'il faut faire appliquer parce qu'on doit le faire. Mais c'est pas quelque chose, on va dire, qui est limite prioritaire, même si ça le reste. Concernant, on va dire, concernant, on va dire, certains cas particuliers, il y a des formes de dérogation, il y a des formes aussi de personnes qui vont essayer d'y échapper. Et comment elles y échappent? Tout simplement par une compensation financière, c'est une compensation annuelle si je me souviens bien, qu'on va payer tous les ans pour ne pas devoir porter cette ruelle jaune à l'extérieur et surtout pour pas, on va dire, être la visée, en fait, être le bouc émissaire en fait de tout ce qui ne va pas. Donc en fait, il va y avoir quelques exceptions. Par exemple, il y aura quand même une dérogation quand les juifs voyagent, donc ils n'auront pas l'obligation de porter la ruelle jaune, donc ça c'est quand même relativement cool. Mais à côté de ceux qui vont coopérer, est-ce qu'on peut appeler ça vraiment une coopération, de vous à moi, il y aura également des juifs récalcitrants qui vont dire, bah non, pourquoi je le ferai quoi? Pourquoi je vais aller m'afficher alors que je risque en fait de me faire taper dessus dès que je sors. Ces juifs récalcitrants vont subir un certain nombre de peines, notamment ça va être des amendes, ça va être des menaces de mort, ça va être des châtiments corporels,
Tout ça, bien sûr, ça va être les pouvoirs séculiers qui vont s'en charger, mais globalement, ça restera sans effet. Donc en fait, on va imposer ce signe distinctif. On va le faire parce qu'on nous le demande, on va le faire parce que c'est une obligation, parce qu'il faut le faire, parce que justement, ça va, quelque part aussi, ça va contribuer à empêcher les mélanges entre chrétiens et non chrétiens. Mais d'un autre côté, on est tenté de dire qu'on a d'autres chats à fouetter, on a des villes à diriger, on a beaucoup de choses à faire, mais il faut le faire. Donc on verra par la suite que cela se fait notamment par un certain nombre de pressions, notamment des pressions religieuses, qui vont, on va dire, pousser les autorités locales à s'en occuper, malgré que ces dernières n'en ont pas forcément très envie. Donc, les Juifs doivent porter des signes infamants, mais il n'y a pas que, il y a aussi les Sarrasins. Et les Sarrasins, alors ce qu'on appelle Sarrasins, il faut comprendre musulmans, pas arabes, musulmans. Il faut comprendre musulmans, et dans certaines sources, on va les appeler les Mahométans. Donc ce sont, on va dire, une autre confession qui ne sont pas une confession chrétienne. Eux aussi vont être visés par, on va dire, d'autres vont être visés également par une forme de ruelle jaune. Donc, la présence sarrasine en région languedocienne Occitanie, notre belle région Occitanie, est attestée à peu près jusqu'à la victoire du maire du Palais, qui est Charles Martel, en 732. Et par pitié, ne me sortez pas Charlemagne, car c'est une... On va rester poli. C'est totalement faux. Ce n'est pas Charlemagne qui a envoyé paître les Sarrasins à Poitiers. Enfin, ce n'est pas lui qui l'a fait. Ce n'est pas lui qui a chassé la présence sarrasine de France, enfin du royaume de Francie à l'époque. C'est Charles Martel qui était un maire du Palais. Autrement dit, c'était une espèce de premier ministre. Donc Charles Martel, c'était ce qu'on appelait le presque roi, pour reprendre l'expression de Stéphane Lebec. Bref, donc la présence sarrasine jusqu'au à peu près 8e siècle, donc ça veut dire bien avant, on va dire la période que je traite avec vous, elle est attestée notamment à Perpignan, à Carcassonne et à Narbonne. Donc elle est attestée à peu près dans ces années-là. Mais après, le problème étant que, faute de documents, après cette date, faute de documents, faute, on va dire, peut-être aussi de recherche, on a du mal à savoir si justement cette dernière est toujours là ou pas. On le suppose, parce qu'il y a quand même certaines choses qui ne trompent pas, notamment le commerce avec l'Orient, donc on suppose qu'il y a quand même une présence sarrasine, qu'on le veuille ou pas, mais on n'en est pas sûr. Le port du signe distinctif, à l'époque justement du concile de Latran, vise également les Sarrasins, parce que il faut justement, comme pour les Juifs, les distinguer dans les lieux publics. Mais le truc, c'est qu'on ne sait pas vraiment s'il y avait une présence sarrasine, on va dire, de façon propre. On ne sait pas s'il y avait une présence sarrasine, on n'a pas d'informations. Les seules informations en fait que l'historien a à sa possession, ce sont les travaux archéologiques, qui peuvent éventuellement donner des informations sur la présence sarrasine à cette époque-là, mais concrètement, on a quelques difficultés à le savoir. Mais toutefois, il faut quand même le souligner, cela reste quand même probable. Pourquoi ? Parce que à Montpellier, il y a une faculté de médecine, et c'était une faculté qui était très réputée déjà à cette époque-là. Cette faculté de médecine, on retrouvait énormément de médecins juifs, mais également beaucoup de médecins sarrasins. Donc, on peut supposer quand même que la présence sarrasine était là, mais peut-être pas partout et pas dans tous les contextes. Donc, la présence sarrasine à Montpellier est indéniable par rapport à la faculté, parce que bien évidemment, ces derniers ont apporté des connaissances médicales, probablement chirurgicales, venant de leur pays qu'en France, on n'avait pas. Donc, c'est un partage de savoir. Ils sont là dans le cadre d'un partage de savoir. Et on a justement, on va dire, des traces dans les sources hébraïques, justement, de cette présence sarrasine, qui montrent que ces derniers ont apporté un certain savoir. Le port du signe distinctif avec le concile de Latran
et bon, comme je vous l'ai dit, est attesté pour les Sarrasins. C'était quelque chose qui était proche de la ruelle jaune, mais on n'en est pas sûr. Donc, ça reste quand même assez difficile de le savoir. Malgré le fait qu'on trouve des traces de leur présence à Montpellier et qu'on en trouve probablement par le biais du commerce, parce qu'on faisait du commerce avec l'Orient, ils sont quand même très très peu présents dans les pays, généralement où l'église est implantée. L'Espagne est un peu un cas particulier, mais en France, en tout cas, dans cette région d'Occitanie, on a très très peu de traces d'eux, en fait, à part à Montpellier, bien sûr, comme je viens de le dire. On a très peu de traces, en fait, de présence sarrasine. Donc, c'est quand même assez difficile de le savoir. En revanche, là où on a le plus Alors, par rapport aux hérétiques, les hérétiques, vous allez me dire, c'était quand même un peu étrange de les mettre, de leur imposer un signe distinctif. On pensait que c'était que les non-chrétiens. Oui, c'est ça. Sauf que les hérétiques, c'est un cas très particulier, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, les hérétiques sont concernés par le port du signe distinctif, c'est très clairement attesté. Ce qu'on va appeler les hérétiques, c'est ce qu'on va appeler communément, et très vulgairement maintenant, les cathares. Alors, je ne vous ferai pas de vidéo sur les cathares, c'est hors de question, parce que c'est un gouffre, on va dire, béant de recherches parfois douteuses, parfois pas probantes, et de vous à moi, c'est tellement fait, refait, que je pense pas qu'une vidéo en fait là-dessus soit très pertinente. Il n'y a rien qu'à voir tous les livres qui sortent chaque année sur le sujet. Et puis c'est pas forcément un sujet qui m'intéresse quand c'est vraiment, on va dire, du réchauffé comme ça. Ça n'engage que moi, mais je vous explique un peu la raison. Donc, les cathares, concrètement, on peut pas les considérer comme des non-chrétiens parce qu'ils sont chrétiens. Il faut pas oublier, ce sont des chrétiens. Ce sont des chrétiens particuliers, je dirais. Particuliers pourquoi? Parce qu'ils sont sortis du juron catholique. Ils sont sortis du juron catholique. Bon, déjà, on les considère comme hérétiques parce qu'ils sont sortis du juron catholique, ils sont sortis de la bien-pensance de l'Église. Donc, on va essayer, on va dire, de faire un peu comme pour les autres. On va les viser par un certain nombre de décisions. On va retrouver justement ces décisions dans plusieurs canons, notamment le port du signe distinctif. On va le retrouver dans des canons conciliaires, on va le retrouver dans des ordonnances du roi, dans des statuts locaux, et également dans les registres de l'Inquisition. Tout ceci fait un peu... sont des sources très précieuses si on travaille sur le port du signe distinctif et les hérétiques. Les hérétiques, en fait, déjà, ils sont très concentrés dans le midi de la France parce que c'est là où on va trouver les plus gros nids. Les hérétiques, c'est quoi? Ce sont d'abord, on va en distinguer 3 gros mouvements. On va avoir les Vaudois, on va avoir les Albigeois et on va avoir les Cathares. Pourquoi on les poursuit? Puisque ce sont des chrétiens, c'est pas logique. Ben, c'est très simple. C'est tout à fait simple et c'est en même temps très très bête. Les cathares sont des chrétiens, mais ce sont des chrétiens qui ont une vision très 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 différente de la religion chrétienne. Ils ont une doctrine et une idée, en fait, une vision religieuse qui fait que elle est basée sur des choses beaucoup plus proches de la Bible, je dirais, que ce que la religion catholique véhicule. Ils vivent pas. Leur idée, leur doctrine, c'est vivre en fait dans les pas du Christ, c'est-à-dire pauvreté et charité, c'est-à-dire que on les fait rentrer dans les maisons, on les reçoit, on leur offre de la nourriture, l'hébergement. En fait, ce sont limite des itinérants. Ils vivent en fait d'une vision, on va dire presque pure de la religion. On pourrait voir un peu dans leur pratique une vision beaucoup plus proche de la Bible qu'on pourrait croire. Leur doctrine aussi dérange l'Église. Pourquoi? Parce que d'une part, ils sont plus pieux, ils donnent une vision beaucoup plus pieuse que le clergé lui-même, mais aussi ils remettent en cause l'ordre établi par l'Église et par le pape. C'est-à-dire qu'ils remettent en cause l'autorité du pape, déjà, ils ne reconnaissent plus ou moins pas l'autorité du pape, et ils dénoncent, on va dire, la richesse, l'opulence, en fait, des prélats de l'Église. En fait,
ça, si on regarde bien, pour eux, ça ne rentre pas en adéquation avec les enseignements du Christ. Et ça dérange l'Église catholique, ça dérange le pape. Le fait qu'on conteste un ordre établi, l'ordre religieux établi depuis Saint-Pierre, ça dérange. Depuis Rome surtout, ça dérange. Donc, ce concile-là, ces hérétiques, il faut les éliminer, il faut, on va dire, les faire taire. Donc c'est ça, en fait, qui fait que, ils vont être visés par le concile de la 34, mais avec, on va dire, quelques tolérances. Au début, on pensait que c'était juste un tout petit mouvement de rien du tout, de ce que j'ai pu en comprendre en lisant. On a un peu sous-estimé probablement l'ampleur de ces mouvements hérétiques, donc on va leur imposer un signe distinctif parce qu'il faut le faire, mais on leur accorde quelques indulgences, on se dit, bon, peut-être que c'est passager, ça va peut-être, on va dire, ça va peut-être passer. Ce port de signe distinctif, on va le retrouver par exemple dans un des statuts du concile de Toulouse de 1229. Donc, il se passe à peu près une petite quinzaine d'années, voire 14 ans en fait, il s'écoule entre le concile de Latran et le concile de Toulouse. Donc ça va être un tout petit concile, parce que tous les conciles ne sont pas énormes. Qui va en fait reprendre cette décision, qui va préciser en fait les endroits, en fait la forme et peut-être aussi les endroits où le port distinctif doit être. On sait que c'est au nombre de 2 croix qui doivent être posées sur la poitrine, une à gauche, une à droite, et de préférence de couleurs différentes du vêtement que la personne doit porter. Donc en fait, si tu prends une croix jaune par exemple, que tu portes du noir, du rouge ou du orange, on s'en fiche. Du moment qu'on va dire que c'est une couleur différente de ce que tu vas mettre. Donc on va dire c'est une décision qui est précise, mais on ne s'est pas trop foulé en fait pour préciser davantage. Cette décision est renouvelée à plusieurs reprises, mais elle est globalement peu efficace, parce que j'ai envie de dire que Toulouse n'est peut-être pas forcément le bastion en fait de l'hérésie, même s'il y en a eu quand même un peu. C'est peut-être pas forcément le plus gros bastion, je pense, de l'hérésie. C'est plus en fait du côté d'Albi ou des choses comme ça. C'est plutôt ça en fait. Plus en fait dans les régions hors Toulouse peut-être. Donc par rapport en fait aux dimensions, à la couleur et tout ça, on a très très peu de précision. Ça surprend peut-être personne. On va pas forcément se soucier de ce genre de choses. On sait juste qu'au bout d'un moment, on va retrouver peut-être pour l'emplacement des croix, l'emplacement que je vous ai cité, mais aussi une couleur éventuelle, c'est-à-dire le jaune. Mais globalement, on va dire c'est assez variable en fait. Par exemple, pour l'emplacement, on a trouvé, je vous ai dit, une d'un côté, une de l'autre. Or, des fois, ça pouvait être une sur le devant, une dans le dos. Donc, en fait, c'est variable. Ça va être variable au niveau des tendances, au niveau, on va dire, peut-être des villes. Il n'y a pas forcément, on va dire, de choses qui se fixent à ce niveau-là. Le tout, c'est que ça soit visible. La visibilité. On demande à ce que ces machins soient visibles. Que ces croix soient visibles, que tout le monde en fait puisse te voir à 15 km. Voilà en fait ce qu'on veut. La couleur, les matières et tout ça, à la rigueur, on s'en fiche un peu, même si on a tendance à préférer le jaune parce que ça attire l'œil de suite, parce que c'est aussi une question visuelle aussi. Mais sinon, bon, voilà, c'est pas forcément, on va dire, l'urgence, quoi. Concernant, on va dire, ceux qui seraient et même les dimensions, on va dire, il n'y a pas plus d'indications que ça. Concernant, on va dire, ceux, on va dire, qui essayent un petit peu de se soustraire à ça, qui veulent pas trop coopérer, tout ça, on va en fait faire un certain nombre de punitions, entre guillemets, plus ou moins graves et plus ou moins grosses. Dans ces peines, on va dire, on va retrouver, par exemple, des pèlerinages. Bon, les pèlerinages, encore, tu marches, c'est pas non plus trop grave. Ou on va retrouver des flagellations, là c'est un peu plus méchant. Pour les cas les plus récalcitrants, ça va être de la prison, ou ça va être carrément le bûcher. Ça ne va pas surprendre beaucoup de gens, on a vu beaucoup dans l'iconographie des
des bûchers d'hérétiques. Ça ne va pas surprendre, mais ça fait partie des peines qui font que on peut condamner les gens à ça si le port du signe distinctif n'est pas fait. Donc, quelque part, en fait, on veut imposer par la force ce genre de choses, notamment pour les hérétiques, parce que ça pose problème. Malgré ça, il y a des moments d'adoucissement, mais ça reste rare et c'est sous certaines conditions. Concernant des cas particuliers comme les relapes, ce sont, on va dire, des hérétiques en fait qui sont replongés dans l'hérésie, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ils ont fait amende honorable, ils sont revenus dans le droit chemin, si on peut dire ça comme ça, et ils sont retombés dans l'hérésie. Ben pour eux, c'est, on va dire, la peine un peu plus lourde, c'est-à-dire qu'on leur demande de porter 4 croix bien visibles, pour montrer qu'ils sont retombés carrément dans l'hérésie. Alors, est-ce que c'était 2 devant et 2 dans le dos? Je peux pas vous dire, j'ai pas trouvé de précision plus que ça. Dans tous les cas de figure, il fallait que ça soit un signe un peu, il fallait que ça attire bien l'œil et surtout que ça montre un peu la honte qui pèse sur cette personne. Donc, c'est un peu, on va dire, assez tendancieux. Concernant, on va dire, les archives à proprement parler de l'Inquisition, notamment dans certaines régions, on a des archives à peu près de bonnes archives au niveau de l'Inquisition, mais malheureusement ces dernières ont quasiment toutes disparu parce que faute de conservation, perdu, enfin tout ça, on a quand même quelques archives mais on n'en a pas beaucoup. Concernant le midi de la France, ce serait plus en fait pas Toulouse parce que Toulouse, bon, c'est pas forcément, on va dire, c'est pas forcément ce on trouve. Mais ce sera plus en fait des archives qui se trouvent dans l'actuel Ariège, mais qui vont concerner des périodes antérieures en fait au XIIIe siècle. Donc ça peut donner une idée de ce qui se passe pour les hérétiques, mais il faut savoir qu'à cette époque-là, les hérétiques en fait étaient beaucoup moins, je dirais pas beaucoup moins présents, mais peut-être beaucoup moins visibles qu'au XIIIe siècle, parce que le XIVe siècle, c'est un siècle un peu qui a mélangé prospérité et déclin. C'est plus ça qui va caractériser le XIVe siècle qu'autre chose. Le XIIIe, c'est vraiment le temps, on va dire, des Vaudois, des Albigeois, de toutes ces questions d'hérésie. Ce sera peut-être plus ce siècle-là qui va... ça et puis d'autres choses. Ça sera plus dans ce siècle-là qu'on va trouver des choses intéressantes à ce sujet-là, mais encore une fois, faute d'archives, faute de documentation, faute de renseignements, c'est très compliqué. Ne serait-ce que pour la ruelle jaune, ce sera plus pour les juifs, ce sera plus en fait des sources iconographiques pour donner une idée. Donc les carences documentaires, il y en a dans tous les côtés. Bref, donc pour faire appliquer toutes ces décisions, pour faire appliquer un peu ce pas du signe infamant, parce que distinctif, mais surtout très infamant, il fallait bien que les autorités locales aient un rôle à jouer, tant bien que mal, et peut-être un peu de façon forcée. Ces dernières, en fait, ont subi une pression, en premier lieu une pression religieuse quand même assez présente, et au niveau de Toulouse, ça sera quelque chose d'assez particulier, parce que Toulouse et les capitouls vont subir une pression religieuse comme tous, mais ça va être surtout une pression qui sera plus en lien en fait avec le fait que Raymond VII est adhéré plus ou moins de façon contrainte ou pas à la royauté française, mais ça on le verra après. Donc concernant la pression religieuse à cette époque-là, elle est extrêmement forte. Elle appuie surtout sur les boutons qui sont sensibles. On dénote à partir du fameux concile de la 34 un bon nombre de conciles qui vont renouveler justement et voire même enrichir, si on peut appeler ça enrichir de certaines manières, les décisions qui seront prises. On peut prendre l'exemple du concile de Narbonne de 1227 qui va imposer de façon bien imposée le port du signe distinctif à la population juive. Et ce n'est pas un hasard si j'ai pris moi ce concile-là,
Ce n'est pas un hasard de ma part, c'est parce que Narbonne, à cette époque-là, était une ville, on va dire, où la population juive était extrêmement forte, bien plus forte qu'à Toulouse. C'était une ville qui était considérée comme le premier bastion dans le sud de la population juive. Donc, quelque part, un concile qui impose à la population pas la plus forte, il ne faut pas exagérer non plus, mais la plus présente dans sa ville, le port d'un signe distinctif, ce n'est pas anodin. Ça veut dire que tout simplement, on a un souhait on veut en fait une séparation presque de la population, à savoir les chrétiens des non-chrétiens. C'est vraiment pas quelque chose d'anodin, donc c'est pour ça que moi je l'ai inclus dedans. Mais après, il n'y a pas que ça, beaucoup on va dire et puis bon, il y a aussi la pression papale aussi qui fait que vous avez toujours pas fait ça, il faut le faire, même si vous avez beaucoup de population juive chez vous, il faut le faire, c'est obligatoire, machin. Donc il y a aussi une énorme pression, on va dire, des autorités papales de s'en occuper. Par la suite, beaucoup d'autres conciles vont renouveler, vont récupérer un peu ces décisions-là. Mais il faut comprendre une chose dans cette pression religieuse, c'est que vous avez les pressions religieuses de façon locale, mais aussi beaucoup moins locale. C'est-à-dire que le pape fait pression, et les prélats du pape font pression sur les rois et sur les grands du royaume pour qu'ils le fassent, et les grands du royaume font pression sur les autorités locales pour qu'elles l'appliquent. Donc, c'est en fait une pression sur les différents échelons en fait de l'autorité. Le but toujours étant qu'il faut distinguer les chrétiens des non-chrétiens, même si pour les hérétiques ce n'est pas quelque chose de logique, mais super. Même si là la logique en fait n'a pas forcément toujours sa place. Donc la mise en place de la ruelle jaune et de d'autres signes distinctifs a été repris dans un certain nombre de statuts provinciaux, donc ça veut dire bien de façon locale. Par rapport aux hérétiques, c'est d'autant plus, on va dire, c'est un cas beaucoup plus particulier parce que autant on veut imposer aux Sarrasins et aux Juifs des populations qu'on connaît, donc dont on sait appréhender un port de signe distinctif, donc c'était eux en premier lieu les premiers visés par ça. Il faut savoir que c'était eux les premiers visés avec d'autres, mais bon voilà. Mais pour les hérétiques, c'est d'autant plus, on va dire, pas bizarre, mais plus, c'est d'autant plus, on va dire, visible que on veut, ce sont des chrétiens auxquels on impose un signe distinctif parce qu'ils ne rentrent pas dans le cadre, parce qu'ils ne rentrent pas dans le moule, parce que leur vision de la pratique religieuse est beaucoup plus pieuse et beaucoup plus, on va dire, proche de des enseignements du Christ. C'est quelque chose qui pose problème au prélat, c'est quelque chose qui pose problème au pape, donc il faut les distinguer des autres. Il ne faut pas que en fait que les hérétiques se baladent librement comme ça. Le but c'est ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur imposer un truc. On va faire des prêches par le biais d'ordres mendiants, d'ordres prêcheurs. Donc parmi eux, vous avez par exemple les dominicains. Les dominicains à Toulouse sont très présents, par exemple. Alors ces ordres mendiants, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire des prêches sur les places publiques, dans tous les endroits, on va dire, de sociabilisation. Ils vont faire un prêche pour, on va dire, redonner foi aux gens en l'église catholique, les remettre dans le droit chemin, et surtout de ne pas inciter, on va dire, les fidèles à rentrer dans l'hérésie. Parce que les hérétiques, les cathares, se faisaient inviter par la population, ils étaient logés, nourris, blanchis, ils pratiquaient la religion, ils avaient une vision qui était beaucoup plus, qui était très différente en fait. Et ça gênait. Donc, on a cherché à encadrer encore plus au moment de l'hérésie ce genre de choses. Concernant, on va dire, les comtes de Toulouse et les capitouls, mais plus peut-être les comtes de Toulouse parce que l'un ne dépend pas de l'autre. L'un dépend de l'autre. À l'échelle locale, en fait, ce sont vraiment les comtes de Toulouse qui ont fait appliquer tous ces dispositifs au niveau de la ruelle jaune, mais pas que.
À Toulouse, il faut savoir que ce sera principalement à l'époque justement à l'époque, on va dire, du Concile de Latran, même bien après, ce sera Alphonse de Poitiers, comme je l'ai expliqué, qui va tenter de le faire tant bien que mal, à la fois pour les Sarrasins et pour les Juifs. Ça veut dire que concrètement, il va faire appliquer, sous la pression religieuse et aussi sous la pression de son royal frère, justement cette décision. Mais après ça va être les comtes de Toulouse qui vont devoir prendre un peu le relais, et malheureusement, on va dire que Alphonse de Poitiers, quand on regarde un peu ce qu'il a fait, il a posé les bases de ces décisions-là, et après il a dit à son beau-frère, Raymond VII, bon ben écoute mon gars, j'ai fait appliquer ce que mon royal frère m'a demandé, maintenant c'est à toi de jouer, débrouille-toi. Et là, malheureusement, ça a été beaucoup plus dur. Ça a été beaucoup plus dur, pourquoi ? Pour diverses raisons. Les hérétiques, à Toulouse, ils étaient là. Il y en avait, c'est peut-être pas le plus gros bastion de l'hérésie, mais il y en avait. Ils avaient bénéficié jusqu'à présent de la tolérance de Raymond VI, qui était le père de Raymond VII. Vous avez bien, c'est logique. Ils ont bénéficié de sa tolérance. Il n'a pas jugé bon, dire, de chasser plus que ça. Ça ne devait pas forcément poser tant de problèmes que ça. Donc il a estimé, Raymond VI, pourquoi j'irai pour chasser ces gens-là? Ils ne font rien de mal. Sauf que Raymond VII était dans cette même optique au début, on va dire, de sa prise de fonction. Il était dans cette même optique. Mais quand il a rallié, on va dire, quand il s'est marié, quand sa fille s'est mariée, sa fille ou sa sœur, on ne sait pas trop en fait où est-ce qu'elle se situait, avec Alphonse de Poitiers, on lui a fait clairement comprendre qu'il fallait qu'il change un peu d'attitude parce que ça n'allait pas plaire. Parce qu'il rentrait dans la famille royale, du coup il fallait qu'il rentre dans le moule. Donc ce qui s'est passé, c'est que Raymond VII, bon gré, mal gré, on ne sait pas trop en fait, c'est un caractère assez ambigu qu'il avait, parce que ce caractère ambigu, il l'a eu jusqu'à la fin, quasiment. Il a continué l'application de ses décisions de la ruelle jaune, mais avec une grosse forme d'intolérance qu'on ne lui connaissait pas forcément au début. Donc c'est vrai que on voit quand même l'impulsion, on voit l'influence quand même justement l'influence que j'ai expliqué justement de ces personnalités extérieures, c'est-à-dire de personnalités extérieures. Bon, il y avait la pression royale, enfin la pression religieuse, mais là c'est la pression royale, donc c'est encore pire. Et justement, il faut s'inscrire un peu dans le travail un peu de Louis IX, qui est le roi, on va dire, parfait par excellence. Donc c'est vrai que ça a dû un peu jouer, je pense aussi. Les informations qu'on a concernant justement quand Raymond VII a repris un peu les rênes, c'est une tentative d'instauration d'une seconde ruelle jaune, mais cette fois-ci qu'on mettrait dans le dos. C'est-à-dire comme pour les hérétiques qui avaient une croix devant et une croix derrière, là on voulait faire pareil. Cette décision a été prise surtout en fait par les autorités de toulousaines. Donc en fait, ça devait concerner principalement Toulouse plus qu'autre chose. Enfin, ça devait concerner Toulouse, mais non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, cette décision a été prise par les rois, mais on la retrouve surtout dans les décisions, on va dire, on la retrouve à Toulouse. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est ça que je veux dire. Donc ça veut dire qu'en fait, on veut marquer, durcir encore plus la chose. Donc ça montre aussi un souhait de durcissement de la part du roi, mais aussi un souhait de faire peut-être appliquer localement parlant ce genre de choses. Alors vous allez me dire, on peut pas trop contester l'autorité d'un roi, c'est un peu difficile, tout ça, c'est vrai, on peut pas contester totalement. Mais quand on fait partie de la famille royale, on peut espérer avoir un peu de liberté, mais malheureusement, c'est pas toujours le cas. L'histoire d'ailleurs le prouve assez souvent. On retrouve également, alors la petite nouveauté de l'histoire, c'est que
les non-chrétiens et les hérétiques ont l'obligation de porter un signe distinctif, mais il n'y a pas que. On va retrouver d'autres populations marginales qui vont être obligées de porter un signe distinctif, comme par exemple les prostituées et les lépreux. C'est ce que je vous disais, je crois, en début de vidéo, ou peu importe. C'est qu'il va y avoir d'autres populations marginales qui vont être visées par ces portes de signes distinctifs. Et les prostituées, ça va pas être un truc, ça va pas être un rond, un truc comme ça. Ça va être surtout dans le vêtement qu'elles vont être visées. Le lépreux, c'est exactement un peu la même chose. Donc en fait, on veut vraiment instaurer un clivage entre les populations marginales et le reste. C'est-à-dire qu'il faut qu'en fait, quand vous faites partie des populations marginales, que ce soit limite écrit sur votre front. C'est ça en fait qu'il faut comprendre. Alors je dis pas que la population médiéviste était très intolérante. Elle était un peu intolérante, mais si vous préférez, elle était intolérante, mais elle reconnaissait que dans certains cas, il y avait une nécessité de ces populations marginales. Pourquoi? Parce que on en avait besoin pour faire la charité, on en avait besoin pour un certain nombre de choses. Donc, il y avait un peu ce côté, on les aime pas, il faut les parquer, on est d'accord. Mais il faut pas tout résumer à ça. Il faut pas tout résumer à ça parce que qu'on le veuille ou pas, ce n'était pas que ça. Les prostituées avaient leur utilité, d'une certaine façon. Les lépreux, c'était pour la charité. Les juifs et les sarrasins, on les aimait pas, mais pour le commerce et la médecine, on était bien content de les avoir. Donc il faut bien comprendre que même si on les aimait pas, il fallait qu'ils soient là. C'est ça en fait, c'est une cohabitation assez ambiguë qu'il faut comprendre. Et parfois, certaines décisions ont été prises, alors ça peut être très étonnant, mais pour une question de santé publique. Exemple, dans une décision par exemple de 1345, les lépreux sont un peu rappelés à l'ordre par les autorités locales par rapport au fait qu'ils circulaient un peu sans véritable droit de circulation dans la ville. En fait, ils circulaient un peu comme bon leur semblait, alors qu'ils n'avaient pas vraiment le droit de circuler dans certaines parties de la ville. Donc en fait, au nom, on va dire, de l'intérêt général, on va décider que certaines parties de la population ne peuvent pas faire telle ou telle chose. Donc, le but étant de tout ça, le but en fait de toutes ces décisions, c'est l'intérêt général. Dans un certain sens, c'est l'intérêt général, je dis bien, dans un certain sens. C'est l'intérêt général, mais on se demande pour qui. Est-ce que c'est pour le bien-être de la population? Est-ce que c'est pour se faire bien voir de l'Église? Est-ce que c'est pour se faire bien voir du roi? On ne sait pas trop. Franchement, quand on lit certaines décisions concernant les populations marginales, et vous savez que moi, en fait, c'est mon sujet en fait de prédilection, on est amené à se poser un certain nombre de questionnements et de problématiques. Est-ce que c'est vraiment pour telle ou telle raison qu'on a fait telle ou telle chose? Avec nos yeux, c'est vrai, d'historiens contemporains, on pourrait se dire, bah non, c'est vrai, mais pour l'époque, ça peut être sous le sens. Dans le sens où la lèpre, on pensait par exemple que c'était un châtiment divin, on n'avait pas forcément envie d'être châtié à notre tour, par exemple. Maintenant, on sait que ce n'est pas le cas, que ce n'est pas une question de châtiment divin. Maintenant, avec les progrès de la médecine, mais à l'époque, on ne le savait pas. Donc, il fallait tenir à l'écart le pécheur, déjà. La prostituée, voilà, la prostituée, c'est Marie-Madeleine, on va dire, c'est la femme, en fait, qui donne son corps qui fait, on va dire, des prestations tarifées en vendant son corps. C'est une impie, c'est une impure, enfin, voilà. Il y a beaucoup de choses, sauf que la prostituée, il a été démontré qu'elle avait son utilité dans la société médiévale, notamment pour canaliser, entre guillemets, les ardeurs des jeunes hommes, pour éviter justement les viols, et de façon, on va dire, je pense, j'y crois moyennement, mais bon, on est libre au niveau, ou pas, l'adultère. Donc en fait, elles avaient leur utilité, et qui plus est, à Toulouse, les prostituées, c'était la municipalité qui gérait en fait les maisons closes. Donc en fait, elles s'étaient pas livrées à elles-mêmes. La municipalité avait un œil sur elles, donc ça risquait pas grand-chose, entre guillemets. Elles prenaient tout en charge. C'était les abbesses, enfin ce qu'on pourrait appeler les matrones, les mères maquerelles, quoi. On va appeler ça comme ça.
c'était la municipalité qui les désignait. Donc on savait qui c'est qu'on mettait. Et donc bon, il y avait, on savait ce qu'on faisait un peu à cette époque-là. Donc, concernant, on va dire, les capitouls, qui c'est qui mettait tout ça en place? C'était des hommes de loi principalement. C'était ce qu'on appelait des gens de robe. Donc c'était principalement des notaires et des consuls. C'était le principal, les principaux, on va dire, agents, on va dire, qui s'occupaient de tout ça. C'était eux qui avaient, en cas de crise, qui avaient, on va dire, l'autorité de mettre en place les mesures qu'il fallait. Pour, par exemple, quand il y avait eu la peste, là je sors un petit peu, mais c'est pour vous donner un peu l'exemple, il y avait ordre de fermer les portes de la ville, pour que personne ne rentre, mais que personne ne sort non plus. Et les capitouls, ils appliquaient également les décisions des grands du royaume. Donc ça veut dire que concrètement, si Alphonse de Poitiers ou Raymond VII décidait quelque chose, il fallait que Toulouse s'y plie, que les capitouls s'y plient, qu'ils soient d'accord ou pas. Donc c'était, on va dire, des agents, on va dire locaux entre guillemets, c'était un peu comme des fonctionnaires si vous préférez. Concernant, on va dire, les gens, certaines personnes étaient carrément choisies par le roi. C'était le cas notamment des baillis et des sénéchaux, en sachant que Toulouse est devenue une sénéchaussée assez tardivement. Enfin, elle est devenue une sénéchaussée tardivement, dans le sens où elle est devenue une sénéchaussée quasiment peu après, on va dire, que les comtes de Toulouse aient disparu, entre guillemets. Donc, quelque part, on cherche, les autorités locales ont tenté en fait d'appliquer ces décisions. Elles ont tenté de les appliquer parce qu'il fallait le faire et parce que surtout, au dernier moment, le comté de Toulouse n'était plus vraiment indépendant, même s'il avait encore un peu d'indépendance. Cette indépendance était très fragile. Il faut savoir que c'était une indépendance qui n'était pas, on va dire, concrète. Donc en fait, quand la dernière descendante des comtés de Toulouse est décédée, c'est devenu une propriété du Royaume de France. Donc là, on va dire, où beaucoup des prédécesseurs de Louis IX ont échoué, lui a réussi d'une façon plus bête que chou, quoi. Mais tout ça pour dire que les autorités locales n'ont pas eu forcément trop le choix non plus. Vous aviez la pression religieuse qui était assez forte, vous aviez un contexte social et religieux qui malheureusement n'était pas toujours très très stable, et du coup il fallait prendre des décisions qui plaisent ou qui plaisent pas, et les autorités locales étaient parfois partagées entre une volonté de garder l'indépendance du comté de Toulouse tel qu'il était, et le fait que maintenant la famille royale fait partie un peu du décor, il faut y plaire. Donc qu'est-ce qu'on peut comprendre à ce sujet? Il faut comprendre que les autorités locales ont eu un rôle à jouer tant bien que mal dans l'imposition de la ruelle jaune, ou même autre, avec plus ou moins de grosses difficultés. On peut y voir également une façon, on peut voir également, non seulement, comme je vous expliquais, la pression sociale, la pression religieuse surtout, pression sociale, une forme aussi peut-être d'intolérance qui n'attendait en fait que de ressortir. Parce que oui, les juifs étaient là, mais les juifs représentent en fait ce que les chrétiens n'ont jamais pu en fait à l'époque, n'ont jamais pu supporter, c'est-à-dire vous ne reconnaissez pas Jésus-Christ comme étant le Messie, alors qu'il l'est. Pourquoi vous parquez dans cette erreur? C'est ça le truc qu'il faut comprendre. La ruelle jaune, c'est vrai, a été récupérée pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est vrai. Elle a été récupérée dans le but en fait de distinguer les non-chrétiens des chrétiens, c'est vrai. Mais la ruelle jaune et l'étoile jaune, c'est, moi de mon point de vue en tant qu'historien, c'était dans deux buts distincts. L'un, c'était pour distinguer les juifs et pour éventuellement les envoyer à la mort. C'est le cas pour l'étoile jaune, parce qu'il ne faut pas oublier que l'étoile jaune, c'était pour distinguer certes les juifs des chrétiens, mais aussi pour savoir, pour encourager la délation, pour encourager pas mal de choses. Et aussi pour envoyer les autres à la mort, pour envoyer ces personnes à la mort. Donc, même si on le savait, il y avait quand même des grosses conséquences derrière. La ruelle jaune, c'est vraiment
c'est pas une dimension, on va dire. Il y a une dimension religieuse surtout derrière la ruelle jaune, qui est une dimension peut-être beaucoup plus visible au Moyen-Âge qu'elle ne l'a été par exemple pour la Seconde Guerre mondiale, où justement la dimension religieuse à ce moment-là était là. Ce n'était pas qu'une dimension raciale, c'était aussi une dimension religieuse. Pourquoi? Parce que, alors, les livres d'histoire qu'on a trouvés, qu'on connaît, vont souligner une dimension raciale. D'un point de vue pour la Seconde Guerre mondiale, ils vont souligner essentiellement ça. Mais si on regarde des travaux qui ont été faits beaucoup plus récemment, on peut voir que la dimension religieuse pour la Seconde Guerre mondiale était présente. Pour le Moyen-Âge, c'était surtout la dimension religieuse qui était là. La dimension raciale, à la rigueur, passée, n'était pas vraiment au premier plan. Contrairement peut-être, enfin, c'était plus la dimension religieuse qui était vraiment au premier plan. Elle n'était pas masquée, elle était visible. Elle était plus que visible au Moyen-Âge. Elle était dans toutes les consciences. Les Juifs, on les aime pas forcément, on les sont là parce qu'on en a besoin, mais le reste de la population avait du mal à l'accepter. Je ne dis pas que la population du Moyen-Âge était raciste, très très loin de là, c'est pas ça, c'est juste que c'était une incompréhension des deux côtés. C'était une incompréhension, c'était un manque de tolérance, c'était une forme peut-être de peur de l'autre et une forme de comment dire, et une forme peut-être aussi d'incompréhension de l'autre. Un manque de dialogue qui fait que y a eu beaucoup de débordements. Donc voilà, c'est tout ce que je pourrais vous dire. J'espère que cette vidéo vous plaira, vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, à me laisser un commentaire si vous le souhaitez. Je suis joignable sur YouTube. Je répondrai à vos questions, il n'y a pas de souci. En attendant, restez tolérants les uns envers les autres et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin, je vous en remercie infiniment et à très bientôt. Ciao!